Bonjour Leonardo Orlando. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour l'invitation. Mais merci à vous. Vous êtes docteur en sciences politiques et titulaire d'un master de philosophie. Vous avez aussi un post-doctorat à l'École normale supérieure. Vous êtes blindé de diplômes. Vous êtes une caution scientifique. Et vous venez nous parler d'un livre passionnant, Sexe, science et censure, que vous avez écrit avec Peggy Sastre, parce que c'est un enseignement que vous étiez censé donner à Sciences Po. Et les féministes, les adeptes de la théorie du genre, les wokistes de tout poil et de toute plume se sont dressés pour dire qu'il était absolument honteux qu'on veuille parler de biologie à Sciences Po, parce que ça, vous aviez une idée particulièrement réactionnaire, le corps existe. Oui, tout à fait, même s'il faut préciser que nous ne sommes pas une exception par rapport à ces cas de censure. Malheureusement, aujourd'hui, la règle est que quiconque souhaite enseigner les aspects biologiques des différences comportementales entre hommes et femmes est tout simplement banni à l'université. Il y a des cas, d'innombrables cas en Europe, aux États-Unis, dans des universités comme Harvard, etc., des enseignants qui doivent démissionner ou qui sont tout simplement licenciés. Et alors, ce que nous avons décidé de faire est très simple. Plutôt que de limiter ces connaissances à ces quelques cas, souvent étudiants qui auraient été dans notre cours, nous avons écrit ces livres où, chapitre après chapitre, nous présentons les différentes connaissances scientifiques. Vraiment, on mobilise une littérature immense. On a 30 pages de bibliographie seulement pour les choses qu'on a citées. Et cette littérature permet de comprendre les origines biologiques et évolutionnaires d'un certain nombre de différences comportementales entre hommes et femmes. Et ce qui est intéressant est que dans les titres de notre livre, il y a les mots censure, mais nous ne parlons absolument pas de censure là-dedans. Nous présentons ces connaissances scientifiques et l'idée est qu'à la fin du livre, les lecteurs eux-mêmes pourront comprendre en fait comment ces connaissances ont été censurées à toutes les étapes de leur éducation. Parce que ces livres, en fait, ils n'auraient pas dû être écrits, on ne devrait pas les lire. Ce sont des choses qu'on aurait dû apprendre à l'école, voire au collège, ou plus tard au lycée, et qu'il est tout à fait inacceptable qu'on n'apprenne pas à l'université. Ce sont des choses qui sont assez naturelles, parce que le fait qu'il existe des différences entre les hommes et les femmes, je crois que tout le monde est capable de le comprendre et de le voir. Par contre, idéologiquement, c'est devenu une espèce de tabou absolu. Voilà, on n'a pas, dans la guerre des genres qui s'est installée, on n'a pas le droit de dire que les hommes et les femmes, c'est pas la même chose. Et il y a un chercheur en psychologie évolutionnaire, Stephen Stewart Williams, qui lui, il dit tout le monde connaît les différences entre les hommes et les femmes, sauf ceux qui font des sciences sociales. Ouais, voilà. Alors, il y a quelque chose qui est fascinant dans les reproches qu'on fait aux adeptes de la psychologie évolutionniste comme vous, et d'une manière générale à tous ceux qui s'occupent d'anthropologie biologique, c'est de dire, si vous parlez de l'origine naturelle des différences, ça veut dire que vous légitimez le fait qu'il y ait des normes différentes. Alors, en fait... Alors ça, c'est tout simplement les sophismes naturalistes, c'est-à-dire l'idée que parce qu'on explique que quelque chose existe dans la nature, on est en train de dire que cette chose serait bon ou souhaitable. Alors ça, c'est parfaitement idiot. La violence, par exemple, elle est naturelle, pourtant elle n'est ni bonne ni souhaitable pour notre espèce, tandis que, par exemple, la médecine, elle n'est pas naturelle, c'est un artifice de l'humain qui est à la fois bon et souhaitable pour nous. Donc, présenter les choses, expliquer les choses, c'est la seule manière de comprendre vraiment le phénomène et il n'y a absolument aucune justification. Par exemple, quand nous présentons dans différents chapitres le fait que les ressources financières sont quelque chose de très important pour les femmes ou quand nous expliquons que les hommes, ils cherchent une multiplicité de partenaires sexuels, c'est d'une commune manière une justification pour la vénalité ou pour l'adultère. Alors, et au contraire, ce que vous nous dites, c'est, à force de nier les différences entre les hommes et les femmes, d'expliquer que c'est une pure construction sociale, on condamne en fait les hommes et les femmes à ne rien comprendre à eux-mêmes. Absolument. En fait, si vous voulez, moi je répète toujours que ce qui m'a motivé personnellement, moi aussi, à écrire ces livres, c'est, en tant que philosophe, de répondre à l'injonction socratique du connais-toi toi-même. Et l'idée, c'est de pouvoir présenter, en fait, pouvoir accéder à la compréhension de ces forces qui agissent en nous malgré nous, qui sont là, qui ont été façonnées par des millions d'années d'évolution,
et que si on ignore, elle nous domine et en plus, elle nous plonge dans cette guerre du genre, dans le sens que hommes et femmes, on est confrontés, on pense les pires des autres, on croit que tous les hommes sont des salauds, que toutes les femmes sont des garces, alors que ça, en fait, c'est entièrement faux, c'est ridicule. Il faut juste comprendre qu'on a tous été façonnés par des millions d'années d'évolution qui font en fait qu'on ait certaines tendances, certaines choses qu'on cherche, certaines préférences. Donc effectivement, c'est fondamental. Et après aussi pour comprendre ces différences nous permet de résoudre certains problèmes et comprendre d'autres choses qui ne sont peut-être pas des problèmes. Par exemple, le jeu des enfants. Non, enfin, les échanges d'échouer auxquels la France, notre pays, consacre des millions d'euros, année après année. Et c'est complètement stupide. En fait, on explique, voilà, les raisons biologiques évolutionnaires du fait que les garçons, ils préfèrent la bagarre et les petites filles, elles préfèrent les poupées. Donc, il y a des raisons pour cela. Donc, voilà, en fait, ce sont des connaissances que j'espère les lecteurs à la fin de l'ouvrage, l'objectif un peu ultime, c'est qu'ils réussiront à reconnaître après cet ouvrage, chaque fois qu'un politicien parle, chaque fois qu'un universitaire parle, ils pourront voir en fait qu'ils sont en train de raconter n'importe quoi sur ces sujets. Voilà, et qu'ils sont ou lâches, ou menteurs, ou ignorants au choix. C'est ce qu'on dit, tout à fait. C'est notre formule. Ouais. J'aime bien le choix que vous nous posez pour juger des politiques. Il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant. Donc c'est un ouvrage évidemment où à chaque fois vous montrez les enjeux sociaux de cette guerre des genres, mais vous l'avez signalé en introduction, vous revenez à de la littérature scientifique qui est comment dire indubitable, analysée en double aveugle. Pour ceux qui verront l'allusion au Covid. Et notamment, il y a quelque chose qui m'a fasciné, page 46, vous nous expliquez qu'il y a une différenciation sexuelle du cerveau, mais dès les premiers jours, avant même que les hormones ne commencent à agir, on voit bien que les enfants mâles et les enfants femelles ne réagissent pas de la même manière. Même l'embryon ne réagit pas de la même manière. Disons que dans ces cas, par exemple, tout à fait, la plupart des expériences qui ont été faites, disons, sur l'attention que les bébés de quelques jours seulement prêtent, par exemple, à des visages ou à des objets qui bougent, sont très sexués dans le sens des c'est très réparti homme ou femme. En fait, les femelles, elles sont plus d'attention vers le visage, les mâles, ils seront plus d'attention vers les objets qui bougent. Alors ça, en fait, ça s'explique par des millions d'années d'évolution, non seulement depuis les 300 000 ans que nous, on est Homo sapiens, mais enfin, quand on considère les hominidés venus avant nous, qui ont fait pendant longtemps à peu près la même chose que nous, on a fait pendant 99% de notre histoire évolutive à nous. Et en fait, voilà, vous savez que les femelles, c'est normal qu'elles se tournent vers l'identification des visages parce que comme on l'explique dans les livres, les raisons sont en fait les relations interpersonnelles qui sont très importantes pour les femmes, aussi l'empathie, toutes des choses en fait qui s'expliquent pour des raisons évolutives. Et puis pour les mâles, c'est qu'ils bougent dans l'espace. Les mâles, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 99% de notre histoire évolutive? C'était surtout la chasse et la guerre. Donc identifier une proie qui bouge dans l'espace. Et puis plus vous avancez dans les temps, mais vraiment des choses quelques années, 3-4 ans, les enfants, ils montrent aussi des différences. Les petites filles, par exemple, elles auront plus d'habilité au niveau de la communication, tandis que les garçons, par exemple, ils vont être capables de suivre un objet qui se déplace dans l'espace, mais qui disparaît à un moment donné. Et ils peuvent, en fait, prévoir où est-ce qu'il va réapparaître. Alors, la chasse dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quoi? C'est identifier la proie, où est-ce qu'elle est. Donc voilà, en fait, ces choses-là, encore une fois, ce sont des choses qu'on aurait dû apprendre à l'école. On devrait tous connaître. On devrait tous connaître qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Je reçois en ce moment Leonardo Orlando pour son livre « Sexe, science et censure » qu'il a écrit avec Peggy Sastre aux éditions de l'Observatoire. Et tout à l'heure, bien sûr, Alexis Poulain nous rejoindra pour poursuivre cette discussion. Vous nous dites, les hommes, en fait, sont orientés objets, les femmes sont orientées personnes. Et voilà, et ça se vérifie. Là aussi, quand vous dites que ça se vérifie en France,
en Europe, dans le monde, sur les 5 continents, ce sont des dizaines, des centaines, des milliers d'études. Autrement dit, c'est pas juste à un moment donné un penseur réactionnaire qui décide de l'affirmer. Ah non, mais alors sur ça, soyons très clairs. Nous, ce ne sont pas nos idées. Cet ouvrage-là, on ne présente pas des idées à nous. C'est un ouvrage de vulgarisation scientifique dans lequel on s'appuie sur une littérature absolument monstrueuse. C'est une littérature cumulée au fil des décennies, dans lesquelles, comme vous l'avez bien dit, ce sont des centaines, des milliers d'études qui mobilisent des dizaines de milliers d'individus dans tous les continents, dans tous les systèmes culturels, que ce soit en fait des sociétés plutôt laïques, des sociétés vraiment très religieuses, que ce soit des sociétés chrétiennes, des sociétés islamiques, peu importe, des systèmes économiques, capitalistes, socialistes, en fait, tout, c'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce que c'est la nature humaine. Alors, dans cette compréhension de la nature humaine qu'on observe empiriquement, c'est qu'il y a aussi, ce sont les tendances statistiques. Les tendances statistiques, c'est-à-dire que voilà, les hommes ou les femmes, en moyenne, vont tendre vers ces choses-là. Comme vous l'avez dit, en fait, vers les choses ou vers les êtres. Non, c'est qui explique aussi en grande partie la différence au niveau des orientations professionnelles. Par exemple, quand vous observez les métiers comme médecine, vétérinaire, psychologie, ce sont des métiers entrepris principalement par des femmes. Et quand vous observez des métiers un peu plus tournés vers les objets, comme ingénierie, etc., ce sont surtout des hommes. Alors, ce sont surtout des hommes, et vous nous le dites, et c'est très intéressant, au fur et à mesure que le niveau de vie global s'élève, au fur et à mesure que l'éducation est plus partagée, au fur et à mesure, en fait, que les femmes peuvent faire comme les hommes, eh ben, ça ne signifie pas du tout qu'elles se tournent vers l'ingénierie. En fait, dans les sociétés les plus évoluées, où, en théorie, et les plus conscientisées, celles où on lutte en permanence contre cette différenciation sexuelle, résultat d'une pure construction sociale, eh ben, les femmes continuent à trouver que l'ingénierie, ça n'a aucun intérêt. Exactement, c'est ce que s'appelle les paradoxes scandinaves, auxquels nous consacrons un chapitre entier. Et essentiellement, ce qui se passe, c'est que dans les pays où les indices d'égalité des genres, tels que définis par de nombreuses institutions et organisations internationales comme la Banque mondiale, etc., les pays dans lesquels ces indices sont les plus élevés, vous trouvez bien moins d'ingénieurs femmes que dans des pays où ces indices sont bien plus mauvais. Donc, par exemple, il y a plus de diplômés en ingénierie femmes en Iran qu'en Scandinavie. Donc, et c'est pas parce que le régime iranien est particulièrement favorable aux femmes et les Scandinaves particulièrement misogynes. Voilà, donc justement, c'est le contraire. Alors, si la théorie de toutes les différences et la société était vraie, on verrait exactement l'inverse. Pourtant, c'est ça qu'on observe. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous savez, en fait, une égalité d'opportunité qui vous est garantie par l'État, dans ces cas-là, statistiquement, les gens, ils vont vers leurs tendances, disons, naturelles. Dans les cas des femmes, les êtres. Dans les cas des hommes, les choses. Donc, les femmes en Scandinavie peuvent aller sans aucun problème vers les métiers que statistiquement, encore une fois, elles préfèrent, à savoir par exemple vétérinaire, etc. Tandis qu'en Iran, si vous êtes une femme et vous voulez un tout petit peu d'indépendance, peut-être vous êtes obligé de faire un métier qui vous rapporte de l'argent, etc. Et du coup, vous êtes obligé de faire de l'ingénierie. Ce qui nous confronte aussi un paradoxe assez intéressant et que vous voyez, il y a énormément des bourses pour que des femmes deviennent des ingénieurs, poursuivent des études en ingénierie, etc. Et Elisabeth Borne en parlait encore quand elle était ministre de l'Éducation nationale. Bon, nous, on le dit dans les livres qu'en fait, on ne mentionne pas Madame Borne parce qu'on s'attaque à personne. C'est un ouvrage scientifique, il n'y a aucune raison de mentionner Elisabeth Borne. Mais ce qu'on dit, c'est que tout fonctionnaire, tout ministre, tout politicien qui tient ce type de propos, ce qu'il déclare, c'est qu'en fait, il n'est pas apte pour occuper les postes qu'il occupe. Parce que ces choses-là, elles sont fausses. Et aussi, comme je disais, ce qui se passe, c'est que vous allez en fait donner des bourses pour que des jeunes filles deviennent des ingénieurs. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a une jeune fille pauvre qui voudrait devenir plutôt vétérinaire. Elle ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de bourse. Donc, vous voyez en fait les paradoxes qu'il y a là. Donc, c'est pour ça que ces choses-là, non seulement montrent
la fausseté de la plupart, voire de l'intégralité des discours sur ces choses-là, mais aussi nous permettent de poser des questions difficiles par rapport en fait à la manière dont les politiques publiques sur ces questions sont abordées. Et en fait, la théorie du genre empêche les politiques publiques de réaliser véritablement le bonheur des femmes auquel elles prétendent contribuer. Nous, c'est qu'on montre, et encore une fois, dans les livres, nous, on parle absolument pas d'idéologie de genre, c'est qu'on fait, c'est on présente la science des différents aspects des différences comportementales entre hommes et femmes, qui montre que la théorie du genre, cette idéologie-là, elle est parfaitement idiote. Mais vous voyez, justement, nous, on a plein de chapitres dans lesquels on montre, par exemple, les chapitres sur les sexes occasionnels. En fait, il y a des différences d'origine biologique et évolutionnaire dans la manière dont hommes et femmes, en fait, et quel rapport ils sont avec les sexes occasionnels. Statistiquement, que ça cause beaucoup de chagrin pour les femmes, en fait, que ça les plonge surtout, enfin, ça dépend des études, mais disons, au moins 70% des femmes rapportent des ressentis négatifs après ça. Donc, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a des associations soi-disant féministes ou des mouvements soi-disant féministes qui promeuvent en fait quelque chose qui statistiquement va rendre les femmes malheureuses. À chaque fois, on prétend libérer l'humain de lui-même et on réussit à l'enfermer autrement. Voilà, la seule manière de nous libérer, c'est de comprendre ces forces qui sont en nous, qui ont été façonnées par des millions d'années d'évolution et que, si on ne les comprend pas, elles finissent par nous dominer. Je voudrais citer un tout petit passage qui m'a absolument fasciné. D'autres travaux, et donc on parle d'électroencéphalogramme donc d'analyse IRM du cerveau, d'autres travaux ont montré que la perception du temps se trouve elle aussi altérée. Devant des visages féminins séduisants, les hommes estiment que les durées sont plus longues qu'elles ne le sont réellement. Oui, ça c'est les chapitres sur les regards masculins. Male gaze. Tout à fait, voilà, que c'est en fait c'est que normalement en études de genre, ça serait une construction sociale que les hommes, voilà, en fait ils sont portés et à regarder les femmes d'une certaine manière et c'est qu'on montre en fait c'est l'effet, un effet vraiment transcendantal qu'est contempler la beauté féminine a sur les cerveaux masculins et on les voit dans les passages que vous savez citer, la perception du temps, mais aussi au niveau des décisions économiques. Enfin, en présence, par exemple, des études qui montrent en fait s'il faut prendre des décisions économiques en présence d'une femme extrêmement belle, disons que là, on va chercher des récompenses de courte durée, donc on sera exposé à des lourdes pertes parce qu'on va pire calculer. Et aussi, ça nous amène à la question, que c'est extrêmement intéressante, de la beauté. Parce qu'on veut nous faire croire aussi que si on ressent de l'attraction physique vers telle série de caractéristiques féminines ou masculines, ça c'est une construction sociale, alors que c'est entièrement faux. En fait, l'œil qui regarde, qui trouve quelque chose beau, a été façonné par des millions d'années d'évolution aussi, ce qui fait que des caractéristiques comme la taille, la symétrie du visage, des caractéristiques de la peau, etc., on les trouve attirantes pour des raisons évolutionnaires. Et penser que pour des raisons évolutionnaires qui, en plus, sont là aussi scientifiquement corrélées par des études sanitaires. Les gens préfèrent la symétrie du visage, mais il se trouve que tous les gens qui présentent une bonne symétrie sont généralement des gens en meilleure santé. Donc autrement dit, ce qui nous paraît être une espèce de fantaisie ou une construction sociale est en fait un mécanisme d'adaptation évolutionnaire qui permet de repérer la personne la plus apte à durer longtemps, à porter les meilleurs enfants, à être le meilleur chasseur, etc. Alors, tout simplement, effectivement, d'un point de vue en fait de la symétrie du visage, il y a énormément d'études qui montrent en fait la corrélation entre symétrie physique, c'est-à-dire qu'une partie du corps soit presque les reflets identiques de l'autre, et des caractéristiques de bonne santé, que ce soit physique ou même mentale. Ça, il faut dire aussi que la préférence pour la symétrie n'est pas exclusivement humaine. Aussi, les animaux, certains animaux ont tendance à choisir en fait la symétrie. Donc, c'est un peu partout dans la nature. Et après, ce qui se passe tout simplement est que nos ancêtres, ceux qui ont préféré, des visages symétriques, ont réussi à faire plus d'enfants qui ont
survécu davantage. Donc, du coup, nous tous ceux qui sommes sur Terre actuellement, nous sommes les héritiers de ces êtres qui ont préféré ces visages symétriques, etc. Donc, c'est pour ça que nous, on préfère tout ça. Donc voilà, essentiellement, c'est cette série-là des raisons qui explique cela. Merci beaucoup, Leonardo Orlando. Merci Restez avec nous. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Alors, je résume, Alexis, le propos d'Orlando et de Peggy Sastre, qui consiste, vous me pardonnerez Leonardo, mais voilà, évidemment, Leonardo Orlando, c'est son deux prénoms accolés l'un à l'autre. C'est l'histoire de ma vie, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et donc, l'idée, c'est... les gens qui nous parlent de théorie du genre, en fait, n'ont jamais lu la littérature scientifique sur la véritable différence entre hommes et femmes. Et donc, il y en a des centaines. Elles sont documentées, elles sont physiques, elles sont psychologiques. C'est aussi bien le fonctionnement du cerveau que l'évolution du corps. Et donc, il ne s'agit pas de construction sociale, il s'agit d'un donné physique. Et évidemment, ce n'est pas parce qu'on affirme que la réalité et que la nature existent qu'on est en train d'expliquer que tous les rôles sociaux doivent être calqué sur ce que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs et nos ancêtres encore plus lointains primates étaient capables de faire. Leonardo Orlando, à un moment donné, vous nous dites, et on l'a bien vu dans la première partie de cette discussion, ça fait des millions d'années que notre cerveau est peu à peu façonné. Ça fait, on est capable de se dire qu'il y a 300 000 ans, les premières communautés humaines existent. Et évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas d'ordinateur. Et donc, on se retrouve au XXIe siècle avec un cerveau qui a eu l'habitude de vivre dans des petites communautés, avec pas forcément beaucoup de choix, avec des tactiques évolutionnistes. On est obligé de sélectionner dans un environnement, somme toute, assez peu peuplé, la plus belle femme, la femme qui paraît la plus fertile, l'homme qui paraît le plus féroce, car c'est celui qui est sans doute capable de mieux préserver la lignée. Et on se retrouve aujourd'hui, en fait, à être connecté à 8 milliards d'êtres humains à travers les réseaux sociaux. En fait, notre cerveau n'est pas capable pour le moment, de s'adapter d'un point de vue évolutionnaire à la technologie numérique. Tout à fait. En fait, ce que vous venez de décrire, les termes techniques, c'est evolutionary mismatch. C'est-à-dire, alors, comme on est sur Radio Courtoisie, là, j'avais voilà, vraiment je veux la littérature, je suis désolé, mais nous, c'est qu'on fait, justement, notre contribution, c'est rendre accessible le lecteur français une grande littérature en langue anglaise. Donc, il y a en fait ces décalages évolutionnaires. Ça serait ça, essentiellement. Ce qui se passe, c'est alors, pensons par exemple, l'exemple classique au porc-épic, enfin, c'est ce petit animal qui se roule dans une boule face à un prédateur. Disons que lui, il a fait ça pendant très très longtemps, des millions d'années, ça dépend des espèces, etc. Mais aujourd'hui, si il est confronté à un prédateur nouveau qui avance à toute vitesse avec des lumières sur une route, c'est-à-dire une voiture, lui, il va faire la même chose. Il va se rouler dans une petite boule. Mais face à ces nouveaux prédateurs, son stratégie de toujours n'est plus valable. Il va finir complètement écrasé. Donc, notre cerveau, peu importe les changements qu'il y a technologiques, etc., il continue à faire les mêmes choses qui nous sont servies pendant notre période d'adaptation évolutionnaire. C'est-à-dire pendant 99% de notre histoire évolutive, c'est que nous, on a fait, c'était une étude des chasseurs-cueilleurs dans une partie particulière du monde, que c'était l'Afrique, et on vivait dans des toutes petites communautés. Qui, ça a été, c'est les chiffres qui ont été donnés par le chercheur, l'anthropologue Robin Dunbar. Et ces chiffres-là, c'est les 150 individus. Donc, notre cerveau, il est vraiment capable de gérer ça. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, vous nous mettez dans une situation entièrement nouvelle, où non seulement on croise en fait plus de personnes dans la rue, vraiment juste dans 100 mètres, que c'est que nos ancêtres croisaient dans toute une vie, voire dans des générations, mais en plus, en ligne, nous avons les réseaux sociaux, Instagram, X, etc. Et ça implique aussi que les applications de rencontres auxquelles on consacre un chapitre entier nous confrontent à un défi entièrement nouveau. Face à cela, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est un peu comme un voilier. Un voilier, en fait, confronté avec d'immenses vagues, il va réussir à trouver l'équilibre à travers son architecture. Notre cerveau va faire la même chose. Et du coup, il va recréer les mêmes schémas
qu'ils faisaient à l'époque. Par exemple, les femmes sur les applications de rencontres, ils vont être extrêmement sélectifs, ils vont choisir à peine 4% des hommes qu'ils voient. Les hommes, ils vont au contraire essayer de choisir entre 60 et 70%. En fait, vous voyez, il y a toutes ces tendances qu'on décrit au fil du livre qui vont se mettre en place. Et du coup, on est confronté à quelque chose d'extrêmement difficile à naviguer. Alexis Poulain, par rapport à cette idée que la nature existe, que le corps est un donné et non pas un construit social, est-ce que vous avez une question à poser à Leonardo Orlando ? En fait, oui, on voit depuis des années en fait une question sur le corps humain comme outil parallèlement à toute cette vague sur la transidentité, on a le transhumanisme aussi qui s'est greffé sur l'idée que le corps-machine va être augmenté par l'IA, par des implants, etc. Pourquoi en fait il y a cette culture qui arrive finalement et de dire le corps humain est une matière et on va la travailler comme le reste de la nature, alors qu'on voit bien qu'il y a quand même des limites et qu'elles sont évidemment posées par la nature. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans ce courant de transidentité aussi large ? Alors, effectivement, c'est un courant de pensée extrêmement ancien qui croit à la possibilité d'un dépassement intégral de l'humain. On peut aller vraiment jusqu'à la Renaissance, Pic de la Mirandole déjà, qu'il disait au XVe siècle que l'homme pouvait tout devenir en incluant en Dieu. Donc, il y a une longue tradition. Actuellement, nous, on parle pas on s'attaque pas à cette question dans les livres, mais on essaye de montrer, en fait, je dirais pas les limites, parce que quand même, il y a énormément de dépassements dans notre espèce, il y a un progrès immense au cours des siècles qu'on a réussi à faire. Mais pourquoi les progrès? En fait, ces dépassements de soi, il a été possible, paradoxalement, qu'en bien comprenant notre nature. Non? Par exemple, si vous comprenez entre monogamie et polygamie, que ce qui tend vers la paix sociale, c'est la monogamie, chose que vous pouvez attester dans les sociétés monogames qui sont plus pacifiques, moins violentes, se sont développées davantage que les 56 sociétés dans le monde, pays dans le monde, au moins, où il y a une polygamie. Qui sont plus violents, etc. Donc, ce que vous savez, c'est en fait, oui, les progrès, il est possible, mais il faut comprendre la nature humaine. Et ces mouvements que vous décrivez sont justement à l'opposé parce qu'ils essayent de nier entièrement cette réalité physique, biologique, sans laquelle, en fait, on peut rien faire parce qu'on est juste dans un mirage, on est dans des chimères, dans l'idée qu'on pourra devenir de Dieu. Et cette conception qu'on est de Dieu, c'est un peu aussi ce qu'il y a dans les sciences sociales. Les sciences sociales, en fait, en niant la biologie, elles font de l'être humain, en fait, quelque chose à part. On ne ferait pas partir de la nature. Nous ne serons pas des animaux. Donc, effectivement, cette idéologie, elle est très dangereuse parce que, paradoxalement, elle empêche les progrès qu'elle prétend promouvoir. Cette idéologie qui empêche les progrès qu'elle prétend promouvoir, pour reprendre votre heureuse expression, donc c'est une idéologie égalitariste, alors que et qui suppose que le simple fait d'affirmer qu'il existe une différence, c'est valider socialement cette différence. Le simple fait de dire qu'il existe une inégalité, ce serait comme si on était politiquement d'accord avec un principe d'inégalité sociale. Oui, tout à fait. En fait, la philosophie de la justice sociale qui a été très bien analysée par un certain nombre de penseurs, je pense surtout à Thomas Sowell, l'économiste américain, qui est dans il a écrit un livre sur les faussetés de la dénominée justice sociale. En fait, elle voit toute différence dans des résultats comme une différence de discrimination. Non, s'il n'y a pas autant de femmes par-ci qu'il y a des hommes, etc., ça veut dire qu'il y a une discrimination. Moi, l'exemple que je donne toujours pour illustrer comment c'est erroné cette approche, est celui des joueurs de foot albinos. Non? Combien de joueurs de foot professionnels albinos nous connaissons?
Et il y en a très peu. Enfin, moi, je connais un au Royaume-Uni, je ne sais pas s'il y en a plus. Est-ce que les joueurs de foot albinos sont victimes de discrimination systématique dans le milieu du football professionnel? Plutôt non. Ce qui se passe, d'abord, il y a des raisons démographiques. L'albinisme touche une personne toutes les 17 000, 20 000, ce qui fait que c'est vraiment 0,005% de la population. L'albinisme aussi, c'est un problème au niveau de la pigmentation, ce qui fait que les activités en plein air comme le football, ce ne sont pas très bons pour vous. Donc, on peut trouver des raisons démographiques, des raisons biologiques, médicales, etc., pour la non-présence des albinos dans les footballs professionnels. Cela ne veut pas dire que les albinos ont une vie merveilleuse. Moi-même, j'ai vécu en Afrique de l'Est, où les albinos sont pourchassés, donc je peux vous dire, je suis bien sensible aux difficultés qu'ils vivent. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont victimes de discrimination dans les footballs professionnels. Là, c'est la même chose pour la plupart des choses. Il y a d'autres explications qui viennent en fait et rendre compte de ces différences qu'on voit dans les métiers, dans les positions très élevées des dirigeants, etc. Alors, vous nous dites que après avoir lu ce livre, que vous n'auriez pas dû écrire, vous avez presque commencé cet entretien comme ça, que nous saurons dorénavant des vérités essentielles sur la nature humaine. Je reviendrai pas sur tous vos développements sur les relations amoureuses, voilà, qui ferait évidemment dresser les cheveux sur la tête à tous ceux qui ont une morale voilà, un peu constituée et qui non pas refusent la part animale, mais préconisent en fait qu'on la discipline. Vous savez désormais que toutes celles et ceux qui, dans les institutions, les universités et les médias, promeuvent les politiques et les discours niant les différences biologiques entre hommes et femmes, font en définitive une déclaration publique, celle de leur ignorance, de leur aveuglement idéologique, de leur lâcheté ou de leur opportunisme. Et vous nous dites, en fait, c'est pas simplement les politiques, ce sont les scientifiques eux-mêmes, en fait, qui sont lâches et opportunistes. Oui, tout à fait. Malheureusement, aujourd'hui, dans l'université, cette ère est devenue la condition pour pouvoir exercer le milieu. Nous, ce qu'on dit, c'est toutes ces connaissances-là. Nous, on fait un ouvrage de vulgarisation de ces connaissances scientifiques-là, mais on ne devrait pas le faire parce que ce sont les scientifiques qui devraient être là en train de dire toutes ces choses-là. Pourtant, ils ne les font pas tous. Il y a heureusement des très nobles exceptions, mais elles sont très peu. Si vous voulez les trouver, vous allez voir les livres face à l'obscurantisme woke, vous regardez la table des manières et vous trouvez là-bas, tous les chercheurs qui s'opposent à ces lubies. Mais les problèmes est justement que, en fait, cette science, elle est alors complètement, les chercheurs se taisent. Donc, on n'a pas accès à ces connaissances-là. Puis, ce que vous savez aussi, c'est que les militants prennent l'emprise dans les universités et du coup, elles s'approprient l'autorité épistémique, c'est-à-dire l'autorité dans ce qui parle, l'autorité de l'expert. Non? Donc, par exemple, à l'université aujourd'hui, si vous voulez dire ouvertement qu'il y a mâle et femelle, vous pouvez plus faire carrière. Il faut dire que le sexe est un spectre, etc. Pas en sciences sociales, mais en biologie. Donc, ça nous pose face à un problème, parce qu'aujourd'hui, si vous dites qu'il y a mâle et femelle, vous êtes conspirationniste. Parce que les experts, ils disent autre chose. Donc voilà, en fait, vous voyez les problèmes. Et nous, la phrase que vous venez de citer, elle est en conclusion du livre, et on espère vraiment que les lecteurs, s'ils lisent vraiment la vingtaine de chapitres qu'on a sur plein de sujets différents, à la fin, il comprendra ça. Et il comprendra aussi que cette formule que vous venez de lire n'est pas un jugement des valeurs, ce n'est pas une déclaration politique qu'on fait, tout au contraire, c'est l'évidence inéluctable de ces connaissances scientifiques qu'on ignore ou qu'on cache par idéologisation. Merci beaucoup Alexis Poulain d'avoir été avec nous pour cette deuxième partie de l'entretien et merci beaucoup Leonardo Orlando d'avoir écrit avec Peggy Sastre Sexe, science et censure, très bon livre. Je vais y arriver. Très bien, très bon livre aux éditions de l'Observatoire sur cette question du genre et surtout sur l'exploitation aberrante qui en effet, qui une fois de plus réussit à enfermer les hommes et les femmes beaucoup plus qu'à les rendre libres. Merci et j'espère à une autre fois sur Radio Courtoisie. Merci beaucoup pour l'invitation.